Iguaçu, c'est d'abord un son. 275 cascades en concert à cheval sur 2 pays, Brésil et Argentine, en pleine forêt tropicale. Ces chutes figurent parmi les plus spectaculaires au monde, mais derrière, c'est une ruche. Plongée dans les coulisses du parc national d'Iguaçu. Dès 6 h du matin, Marcelo Moreno, le mécanicien, débute sa journée par une série de vérifications indispensables. Celle du petit train qui emmène les touristes chaque jour à la découverte des chutes. Au même instant, les gardes-parcs prennent leur service. Comme souvent en Argentine, tout débute par le salut au drapeau. Il est 7 h 30 et les premiers employés arrivent. Il y en a 250 dans tout le parc d'Iguaçu. Juste avant l'arrivée des touristes, les guides empruntent le petit train. C'est un instant privilégié. Vous voulez du maté? C'est la tradition. Le matin tôt, on prend un bon maté avant la journée de travail. Oui, c'est important. On déjeune très peu. Juste avant l'ouverture au public, Juan Ortiz vérifie les 7 km de passerelles qui sillonnent le parc côté argentin. Et tous les jours, ça change. La végétation, l'eau, s'il y en a plus ou moins, la flore, les animaux qu'on peut voir. Le matin très tôt, on voit la vie apparaître. C'est certainement pour ça que les gens du monde entier viennent voir Iguaçu. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je ne connais pas grand-chose, mais ça, c'est une merveille. En avril 2012, après une campagne planétaire et un vote massif sur Internet, les chutes d'Iguaçu ont été élues 7e merveille naturelle du monde. Ladies and gentlemen, Iguaçu Falls in Argentina and Brazil. Avec près d'1 million de visiteurs par an, la fréquentation ne cesse d'augmenter. Seuls les gardes sont autorisés à circuler en voiture sur le site. L'étendue du site les incite à la vigilance. Ils ne doivent rien laisser au hasard. Mariana apprécie cet instant si particulier. C'est très gratifiant. Le matin, c'est un moment très spécial dans le parc. On en profite vraiment. On voit des choses différentes, rares. La vue panoramique de ce balcon est une des plus belles et les plus impressionnantes de tout le site. On peut voir toute la ligne des chutes et les deux plus importantes, le Salto Bossetti et le Salto San Martín. Ce sont les deux seuls qui coulent actuellement. Mais il faut aussi vérifier la propreté du lieu. Cette mission est pour eux importante car ici, concilier le tourisme de masse et l'équilibre écologique est un défi. Aux endroits les plus difficiles d'accès, les gardes-parcs descendent et font le nettoyage. En fait, les gens doivent voir un site propre pour ne pas être tentés de jeter les ordures par terre. Il y a aussi beaucoup de gens qui jettent des pièces de monnaie pour se porter chance. C'est une vraie forme de pollution visuelle. Et il y a plein de gens à qui ça ne plaît pas de voir ça. Dans un milieu naturel et un site protégé du patrimoine mondial, on ne doit vraiment pas faire ça. En ce moment, l'eau est très basse à cause du manque de pluie. Les barrages brésiliens doivent retenir l'eau pour générer de l'électricité. Et c'est pour ça que le fleuve reste très bas. Si les Argentins sont prévenus trop tard d'une possible ouverture des vannes, le parc risque un vrai tsunami. Marcelo Zuliani, l'ingénieur, le sait bien, et il se souviendra longtemps du mois de juin 2005. Ce jour-là, il a eu la peur de sa vie. Le bassin d'Iguaçu fait 700 km de longueur, sur 200 de large. Nous, on est ici. Et tout le reste, c'est le Brésil. Je ne peux pas repousser la frontière, alors tout dépend du Brésil, et ils nous fournissent sympathiquement toutes les informations concernant le fleuve en amont. 3 fois par jour, nous faisons un monitoring du fleuve pour voir si tout va bien.
La plupart des gens viennent ici voir les chutes, mais ils ignorent qu'il y a 70 000 hectares de forêt. Il y a beaucoup de faune dans le parc, et du coup la pression de la chasse est très importante. Il reste un abri ici. Ils attachent des branches entre deux arbres, s'installent là-haut et attendent les animaux, avec du sel ou des fruits. Ce n'est pas récent, mais c'est une preuve qu'il y a eu du braconnage ici. La chasse sous toutes ses formes est interdite au parc d'Iguassou. C'est un délit. Mais dans cette jungle niche un félin très rare et menacé. Il n'en reste qu'une centaine dans toute l'Argentine. Ricky est le dernier à en avoir vu un. C'est le jaguarete. C'est une population qui décline à cause du braconnage. On a passé 2 ans à arpenter la forêt sans en voir aucun. Et à un moment, on était là sur le sentier et un jaguarete apparaît juste devant nous. Augustine Paviolo est le biologiste du parc d'Iguassou. Il mène le programme de sauvegarde du jaguarete et sillonne la jungle tous les jours. Le jaguarete est un animal très farouche, avec un très bon odorat, une très bonne ouïe. C'est très difficile de le surprendre et de le voir sans qu'il ne s'en rende compte. Pour l'étudier et le recenser, Augustine installe des caméras automatiques. On a un album avec des photos des jaguaretés pris par cet appareil. Une liste de tous les individus, avec les mâles, les femelles. Et là, on a les photos, une de chaque côté. Ça nous permet d'identifier chaque individu avec les tâches qui lui sont propres. C'est comme les empreintes digitales pour nous. Lui, c'est un individu qu'on traçait. On l'avait attrapé et on lui avait mis un collier GPS. Malheureusement, il a été tué par des braconniers il y a 1 mois et demi, ici tout près des chutes. Augustine conserve précieusement les images du jaguarete qu'il a pu saisir. Elles sont très rares. Il est arrivé, il s'est allongé, comme ça, devant la caméra. Il avait approximativement 10 ans. Il aurait pu vivre au moins 5 ans de plus, s'il n'avait pas été tué. Ça, c'est une femelle avec ses 2 petits. Cette vidéo date de 2010. Ils étaient encore très jeunes. Aujourd'hui, ils sont devenus des adultes indépendants. À la lisière de la forêt, la route, comme une tranchée sur des kilomètres, est un risque pour la faune du parc. Ils vont vite, hein? Oui, ils vont très vite, 120, 140 km/h, sans problème. Et justement, un des principaux problèmes ici, ce sont les animaux écrasés. Et cette route est un vrai problème de conservation pour le parc. Avec le développement du parc d'Iguassou, le secteur connaît un essor rapide. À Puerto Iguaçu, commerces, restaurants, hôtels poussent comme des champignons sur ce qu'était auparavant la terre des Indiens Guarani. Expropriés pour favoriser la construction de nombreux immeubles, leur territoire représente aujourd'hui quelques hectares seulement. Dans cette école en pleine forêt, on enseigne la langue guarani, maigre rempart à la disparition d'une culture. Ça, c'est un cours en guarani. C'est très important. C'est pour renforcer la culture guarani, pour qu'elle ne se perde pas. Oui, car on est près du village et les enfants mélangent tout. Ils parlent en espagnol, en portugais. Donc nous ici, en plus de la culture guarani, on leur enseigne le langage. On parle tout de même de la 7e merveille du monde, mais la réalité c'est que la communauté guarani est très pauvre. Ainsi vivent les Guarani à quelques mètres des chutes d'Iguassou. Dans un pays qui est l'un des premiers producteurs de viande et de soja, les conditions de vie des communautés indigènes semblent précaires. La culture ne se perd jamais. Lorsque les anciens racontent leur histoire, maintenant beaucoup de choses disparaissent. La nature, les plantes, les arbres, les oiseaux, les fruits. C'est beaucoup de tristesse pour moi. Avant, on allait où on voulait. On pêchait, on chassait.
Personne ne nous disait quoi faire. Tout était libre. Les gens allaient au Paraguay pour pêcher, revenaient ici, allaient au Brésil aussi. Ainsi vivaient les Guaranis. On n'avait pas de frontières. En tant que chaman, je dois donner des conseils aux plus jeunes. Mais aussi je danse, je chante, je joue de la musique, ce genre de choses. Mais l'autre monde, celui du tourisme, n'est jamais loin. À travers leurs chants, les Guaranis transmettent un message, comme une bouteille à la mer. Cette chanson exprime notre gratitude envers vous, et c'est aussi pour remercier les dieux. Si vous voulez prendre des photos avec les enfants, il n'y a pas de problème. Je peux même le faire pour vous si vous voulez. Dans la forêt, Andrés, Ricky et Mariana poursuivent leur tournée et tiennent à nous montrer un phénomène qui fait des ravages dans la région. La coupe des palmiers sauvages. Les cœurs de palmiers sont appréciés des restaurants. Lucratif, ce trafic est illégal et menace l'équilibre écologique. C'est cette partie verte là-haut. Elle fait environ 1 mètre. C'est la partie qu'on consomme. Ils coupent le palmier juste pour prendre cette partie et on voit ici tous les troncs entassés. Nous retrouvons Luis et Mariana. Ils font découvrir aux touristes les autres habitants du parc. Près de 80 espèces différentes de mammifères vivent ici et sont protégées. Ils sont en train de monter. Oui, ils arrivent là. Ils s'habituent de plus en plus à la présence humaine car les gens leur donnent tout le temps à manger. À un moment, ils ne vont plus du tout partir et ça posera de très gros problèmes. Ils seront tellement habitués à la nourriture humaine qu'ils entreront de plus en plus souvent dans les magasins pour voler, pour casser, et ça finira en désastre. Juste avant la nuit, le parc ferme ses portes. Bonsoir, nous fermons le parc. Mais cette nuit est une nuit particulière. Une visite est organisée à la lumière de la pleine lune. En silence et par petits groupes, les visiteurs s'avancent dans les sons de la nuit. Au bout de la passerelle, les gorges du diable, 150 mètres de long et 90 mètres de hauteur, gigantesques. Ça nous transporte ailleurs, dans un autre lieu, un autre temps. Voilà ce qui se passe ici. Le bruit et le silence en même temps. Il faut vraiment le voir de jour et de nuit. Pour moi, c'est comme un monde magique. C'est un mystère, un phénomène géologique qui, en pleine forêt tropicale, il y a 150 millions d'années, a créé ce spectacle unique et naturel.